m'appelle Geneviève Parent, chercheur d'établissement ici et professeure associée à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Et je vais laisser Christine se présenter et présenter les autres personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet-là également. Bien, plus de près, dans le fond, parce que de loin, il y a vraiment beaucoup de gens impliqués dans le projet. T'es-tu mis sur on? Alors moi, ça va? Alors moi, mon nom c'est Christine Maltais. C'est moi qui est l'APPR finalement, qui est chargée de faire les projets d'ETMI ici au SUS, Centre-Sud de Montréal, mais pour ce qui est de l'UETMIS jeunesse, du Centre jeunesse de Montréal. Donc, ce projet-là, c'est moi qui l'ai géré avec Geneviève Parent, évidemment, qui m'a offert un soutien au plan de la méthodologie. Et on a aussi eu la collaboration de Chantal Cyr de l'UQAM qui nous a aidés à conceptualiser, mais aussi qui va nous donner un grand coup de main quand on va faire la réalisation des analyses de ce projet-là. Et aussi, en ETMI, on a un demandeur qui fait la demande du projet d'ETMI, dans le fond. Et dans ce cas-ci, c'est Manon Saint-Maurice, qui vient de la direction des services de réadaptation en hébergement. Alors, Manon, je pense qu'elle aurait voulu être ici aujourd'hui, mais malheureusement, elle ne pouvait pas se déplacer étant donné qu'on était au centre-ville et qu'elle avait un peu plein de réunions. Wow! Oh. Il y a des renters. Ah oui, c'est ça. Bien, dans le fond, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui de vous présenter? C'est que d'abord, Geneviève commencerait la présentation en introduisant vraiment c'est quoi l'ETMI, puis en prenant le temps de bien distinguer l'ETMI de la recherche, mais aussi de d'autres types d'évaluation. Puis elle va expliquer un peu comment on travaille avec pour qualifier des preuves qui vont sortir du projet d'ETMI à la fin. Et ensuite, je vais illustrer les différentes procédures, les différentes étapes qu'on met en place pour faire la réalisation d'un projet d'ETMI, en illustrant évidemment à partir d'un exemple qui est celui de la mobilisation des parents. C'est un projet qui est en cours actuellement. Il n'est pas fini, on n'est pas du tout rendu à présenter des résultats, mais néanmoins, on va pouvoir présenter toute la partie où on a élaboré le projet avec le demandeur. Parfait. Merci. Donc, pour ceux et celles qui sont d'avoir les résultats aujourd'hui, vous pouvez maintenant quitter, on n'en présentera pas. On n'en présentera pas. Donc, moi, comme disait Christine, je vais faire la portion un peu plus théorique. Qu'est-ce que c'est l'ETMI? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est un terme, moi et Christine, on commence à être habitués, on travaille dans ça depuis un petit bout de temps, mais en général, c'est très méconnu encore en services sociaux. Donc, ma portion à moi, c'est de vous expliquer un peu rapidement ce que c'est. Moi et Christine, on pourrait vous entretenir 5 heures juste sur qu'est-ce que c'est de l'ETMI. On fait ça en 15 minutes. Donc, qu'est-ce que c'est une évaluation des technologies et des modes d'intervention? Donc, ETMI, E-T-M-I. En fait, d'abord, une évaluation systématique des propriétés et des effets, soit d'une technologie, soit d'un mode d'intervention dans un contexte particulier. Généralement, on va prendre le contexte québécois ici pour voir si ça t'adapte bien ici. Pourquoi on dit une évaluation systématique? En fait, ici, ça réfère beaucoup plus à une méthode très rigoureuse de recherche d'informations. Donc, on va dire plus rigoureux, plus objectif, et c'est beaucoup plus, je pourrais vous dire, rigoureux qu'une recension plus classique des écrits. Lorsqu'on fait un mémoire, on fait une thèse, on fait vraiment une recension sur le sujet, mais on ne va pas chercher l'ensemble de la littérature. Dans ce cas-là, on va vraiment chercher tout ce qui est écrit sur un sujet en particulier, sur une question en particulier. Technologie. En fait, ici, ça réfère beaucoup plus au champ de mots, aux terminologies utilisées dans le domaine de la santé. Les technologies en services sociaux, on en a un peu moins. Donc, c'est vraiment plus pour la santé ici. On parle souvent d'intervention médicale, de diagnostic, une pompe à insuline, on prend tel robot pour faire telle opération, etc. Ce qui nous concerne un peu plus en services sociaux, donc mode d'intervention, ça englobe généralement intervention au sens large, programme, approche d'intervention, mode d'organisation en lien avec l'adaptation, réadaptation d'un individu, la réinsertion sociale, donc n'importe quoi qui touche une intervention qu'on va donner à une personne. Donc ça peut fonctionner aussi en santé, mais en services sociaux, on est beaucoup plus au niveau des modes d'intervention. Généralement, quand on commence à parler d'ETMI, les gens font « Ah oui, c'est comme de la recherche évaluative. Ah, c'est comme de la recherche, là, mais avec une question différente. » Non. En fait, l'ETMI, c'est vraiment quelque chose qui est totalement différent de la recherche et de la recherche évaluative. En fait, généralement, en recherche, le but, c'est de développer des nouvelles connaissances. Donc, on souligne un creux dans la littérature sur les connaissances et on dit avec notre projet de recherche, bien, nous, on va répondre à ce creux-là, à ce vide-là, à partir de nouvelles données, de données qu'on va appeler primaires. On va chercher, colliger des données qui n'existent pas. On passe des questionnaires à des gens, on fait des entrevues, etc.
Évaluation, donc, quand on fait de la recherche plus évaluative, le but ici, c'est d'évaluer soit les besoins d'une population, l'implantation d'un programme ou les impacts, les effets d'un programme. Donc ici aussi, on va chercher des données primaires, on fait des mesures pré, post, test, on compare des groupes, etc. Donc on va créer, encore là, des connaissances, on va créer des nouvelles données. En ethnie, la différence, et je vais vous expliquer éventuellement pourquoi il y a des S, des fois il n'y a pas de S, des fois il y a 3 S, des fois il y a 2 S, des fois il y a 1 S, ça s'en vient dans la prochaine diapo. Le lexique de l'ethnie. En fait, le but en ethnie, c'est de soutenir la prise de décision, soit de gestionnaire, de clinicien ou de tout autre professionnel. Si on prend gestionnaire, par exemple, gestionnaire pour avoir la question suivante, comment intégrer les services de première et deuxième ligne en services sociaux? Éventuellement, on va avoir à répondre à cette question-là, moi et Christine, dans un avenir très rapproché. Non. Éventuellement, peut-être. Ben oui! Clinicien. Ça fait partie des projets qui vont être évalués. Clinicien, ça peut être par exemple le projet qu'on a ici présentement, ou ça peut être quel type d'intervention devrait-on utiliser auprès des enfants 0-6 ans victimes d'abus sexuels. Donc, est-ce qu'il y a un programme particulier qui est le meilleur, qui permet d'apporter le meilleur résultat auprès de cette clientèle-là en particulier? Auprès d'autres professionnels, par exemple, on pourrait avoir quels sont les impacts de l'adoption par des couples homosexuels sur le bien-être et le développement de l'enfant. Donc ici, ce n'est pas nécessairement des cliniciens, mais d'autres professionnels qui se préoccupent de certaines questions. Et nous, on pourrait répondre à ces questions-là. En fait, les questions que je viens de vous énumérer, c'est toutes des questions de recherche qui ont déjà été traitées par d'autres chercheurs auparavant. Donc l'ethnie, en fait, on ne crée pas de nouvelles connaissances. On va chercher des données secondaires qui ont été créées soit ici en recherche, ou soit en évaluation à ma droite. Donc, on va rechercher des articles qui existent déjà, qui traitent de cette question-là. Et grise aussi. Genre, ouais, scientifique et grise, mais on va dire que je ne parlerai pas de gris aujourd'hui. C'est un peu trop compliqué, on ne rentrera pas dans ça. C'est une zone un peu floue, une zone grise de parler de littérature grise. On va dire ça comme ça. Donc, je demande la littérature scientifique de données qui existent déjà. Et le but, en fait, de l'ethnie, c'est de regrouper les connaissances sur une question en particulier. Donc, de quelqu'un qui se demande, qui doit prendre une décision. Donc, on regroupe les connaissances qui existent déjà et on essaie de lui fournir une réponse ou une recommandation le plus claire possible dans le délai le plus court possible. La différence aussi avec l'ethnie, c'est que ça ne prend pas 6 ans avant d'avoir la question. Tu sais, souvent, quand on a une idée de recherche, qu'on fasse la demande de subvention, qu'on ait de l'argent, qu'on récolte des données, qu'on écrive l'article, ça fait 7 ans. Depuis le premier moment où on a eu la question ou l'idée de question. En ethnie, généralement, si on prend les ethnies très larges, très grosses, de grande envergure. On parle d'un délai d'1 an et demi, des fois 2 ans, même moins que ça. Il y a des projets qui peuvent être très rapides, en 1 mois, 2 mois, 3 mois. On peut donner une réponse tout de suite aux demandeurs. Donc, c'est vraiment la distinction entre on ne crée pas de nouvelles connaissances, on amalgame ce qui existe déjà pour répondre à une question que quelqu'un doit prendre une décision. Donc, on l'oriente. Pourquoi on fait de l'ethnie? En fait, l'ethnie est d'abord arrivée en santé. Ça fait pas très, très longtemps qu'on en fait en services sociaux. C'est d'abord arrivé en santé. Et en santé, je pense que vous le savez tous, il y a quelques pressions des lobbies pharmaceutiques et de d'autres genres de lobbies. Donc, ces gens-là, les médecins ou les décideurs dans le milieu de la santé devaient installer, par exemple, un nouveau robot, travailler sur une nouvelle pompe à insuline. Est-ce qu'on la prend? Est-ce qu'elle est vraiment meilleure, plus performante, etc. Donc, tant qu'à faire leurs décisions juste sur la pression de différents lobbies, on va faire des ethnies et on va évaluer les qualités propres de chacune des technologies qu'on voudrait instaurer. Donc, au lieu de se fier au lobby, on se fie sur les connaissances qui existent déjà pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus objectives que juste influencées par des lobbies. En fait, on fait à peu près la même chose en services sociaux. En fait, on pourrait juste donner l'exemple de l'optimisation des ressources. Quel programme je devrais couper? Quel programme je devrais rajouter? Comment on fusionne les éléments? Donc, pour que le décideur puisse prendre la meilleure décision possible, mais nous, on fait le tour de la littérature qui existe au complet et on lui fournit des pistes de suggestions pour prendre sa décision de façon la plus éclairée possible. Généralement, on base nos recommandations sur la qualification de la preuve. En fait, ici, on va évaluer le degré de certitude qu'on a envers les constats de la recherche. Pour ceux et celles qui travaillent en recherche, vous savez que toutes les études ne sont pas aussi bonnes les unes que les autres. Certaines sont faites avec plus de rigueur, moins de rigueur, les devis sont différents, etc. Donc, on n'a pas la même qualité de preuve, dépendamment d'une étude à l'autre. Et en ethnie, on va pondérer la qualité des études qu'on va trouver. Donc, preuve élevée, preuve moyenne, preuve faible et preuve très faible. Et ensuite, on va émettre nos recommandations. Preuve élevée, quand on qualifie nos études preuve élevée, donc
on a beaucoup d'études, ça va bien. Et même si on faisait d'autres études, les conclusions auraient très peu de chances de changer. Donc, on est assez certain de ce qu'on sait sur ce mode d'intervention-là, par exemple. Preuve moyenne, les études sont bonnes, mais présentent certaines lacunes. On est quand même certain, mais ça pourrait peut-être changer, mais on est quand même assez certain de notre chose. Preuve faible, les études ont beaucoup de lacunes, ont des lacunes, on n'est pas certain que d'autres études ne changeraient pas complètement la décision qu'on pourrait suggérer ou la recommandation qu'on pourrait faire. Et quand on arrive à preuve très faible, en fait, les études présentent de sérieuses lacunes. On n'a aucune fiabilité en ce qui a trait aux résultats qu'on connaît déjà ou, par exemple, le mode d'intervention est en développement. C'est un nouveau programme, il n'a pas encore été testé suffisamment, donc on ne peut pas nécessairement le recommander. C'est un exemple de preuve très faible. Et j'arrive maintenant au superbe lexique que vous attendiez tous avec impatience. Donc, ETMI, évaluation de technologie et mode d'intervention, de base, pas de S. Ensuite, on a le ETMI avec un S, généralement, c'est en santé, donc l'ETMI en santé, avec 2 S, services sociaux, et avec 3 S, santé et services sociaux. En fait, généralement, moi et Christine, on va toujours l'écrire comme ça. Pourquoi? On y va pas avec les C3 S, vont l'écrire comme ça. Nous, on va l'écrire comme ça. Une petite distinction, en fait. L'ETMI en services sociaux est très jeune. Ça fait que quelques années qu'on en fait. En santé, ça fait... Ils ont plus d'ancienneté que nous, on va dire ça comme ça. Et je vais vous le dire, en fait, dans la prochaine diapo ici, on n'a pas tout à fait les mêmes types d'études en services sociaux qu'en santé. Les essais contrôlés, randomisés à double insu, là, qui c'est qui prend la pilule, qui c'est qui n'a pas pris la pilule, qui c'est qui a pris le placebo, ces choses-là, on ne fait pas vraiment ça en services sociaux, savoir qui c'est qui a eu le programme, qui c'est qui n'a pas eu le programme. Même le clinicien ne sait pas que tu as eu le programme. Ça fonctionne un petit peu moins bien. Donc, on n'a pas les mêmes informations. Et là, je vais accélérer un petit peu pour laisser de la place à Christine aussi. Donc, en fait, il existe différents types d'études. Donc, méta-analyse étant la Porsche de l'étude ou le gros char que vous aimez le plus. Et ici, on a la Lada qui ne fonctionne plus très bien. Je m'excuse pour les experts. Mais au niveau de la qualification de la preuve, en haut, on a beaucoup plus de certitude et en bas, beaucoup moins. En haut, vous avez ce qu'on appelle les études de synthèse qui regroupent déjà d'autres études pour faire une conclusion. Et vous avez les études primaires en bas ici. Et comme je vous disais, la qualité de la preuve, plus on est élevé ici et plus on descend, mais moins la preuve, elle est bonne. On va juste dire qu'on est certain du mode d'intervention, de sa pertinence, de ses effets, etc. Et je vous rajoute ici, selon l'ETMI en santé. Pourquoi je vous rajoute ça? Parce qu'en service social, les types d'études qu'on a sont souvent ici. Ici, on se base sur les mêmes critères que ceux utilisés en santé pour qualifier notre preuve. Mais généralement, on se ramasse avec les études de moins bonne qualité aux yeux de la santé, parce qu'on ne fait pas des essais contrôlés randomisés qui sont ici. Et donc, à chaque fois qu'on fait un rapport d'ETMI, on dirait que notre qualité de preuve, elle est faible ou très faible, donc on ne peut pas suggérer de prendre telle ou telle décision. Et on serait toujours dans une zone de gris et on ne ferait jamais rien avancer. Donc, il y a de plus en plus de chercheurs qui travaillent en ETMI. Il y a une chaire qui va peut-être se développer prochainement pour tenter d'adapter ce qui se fait en santé au contexte des services sociaux. Donc, ça s'en vient éventuellement. Mais bon, il faut mettre ça en contexte quand on parle de l'ETMI en services sociaux. Et je vais laisser Christine, en fait, parce que là, c'est comme... Ouh! Oui, Donc, ça saute tout de suite là. Parce que là, présentement, vous avez l'impression je suis un alien qui sort d'un vaisseau spatial. Christine va tout vous expliquer ça avec un exemple un peu plus clair. Alors, ici, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de découper un peu chacune des étapes qui font qu'on va réaliser un projet d'ETMI dans un établissement comme le nôtre. Dans le fond, on a comme deux grandes sections d'étapes, si on veut, deux grandes catégories. Et où la première partie, c'est toute la partie où on va partir d'une question décisionnelle et on va essayer de la transformer en question d'évaluation qui va être opérationnelle à travers une recherche documentaire. Et ici, c'est vraiment un gros travail qu'on a à faire avec le demandeur d'ETMI. Dans ce cas-ci, c'est l'ETMI sur la mobilisation des parents. Donc, on a travaillé très fort avec Manon pour faire ce passage-là de la question décisionnelle et la rendre opérationnelle à travers des stratégies de recherche qu'on va traduire concrètement dans des bases de données pour aller chercher la documentation qu'on cherche. Tout ça va se traduire à l'intérieur d'un plan. Bien, ici, c'est marqué plan d'évaluation, mais dans le fond, c'est un plan de réalisation. Et une fois que le plan va être fait, bien là, on va pouvoir aller chercher les données dans les bases et puis on va tout trier les informations qu'on a. On va en faire une synthèse et on va les présenter finalement
dans le cadre d'un rapport final. Et alors, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un peu chacune des étapes, mais je vais le présenter avec l'exemple de la mobilisation. Ici, je vais aussi présenter les étapes de façon un petit peu succinctive, mais dans le fond, il faut comprendre que les étapes, c'est pas parce qu'on est avancé un peu dans le processus qu'on ne se permettra pas de faire un petit retour en arrière si on a besoin d'aller repréciser des éléments avec le demandeur. Alors, quand on a reçu la demande d'ETMI au départ, c'est que la question de départ qu'on avait, c'était vraiment d'essayer d'identifier comment on peut mobiliser les parents dans les services de réadaptation. C'était une demande qui provenait de la direction des services de réadaptation. Puis juste pour expliquer grosso modo l'origine, c'est que quand les enfants sont hébergés dans les services de réadaptation, ce sont des enfants qui présentent évidemment de grandes difficultés émotionnelles, comportementales, et on doit faire aussi un plan d'intervention. Et dans le plan d'intervention, on doit mettre le parent à contribution, soit en l'aidant à identifier, à élaborer les interventions qu'on va mettre en place pour aider l'enfant, mais on doit aussi l'amener à participer à ces interventions-là ou encore maintenir des contacts réguliers avec son enfant. Bref, on doit mobiliser le parent dans l'intervention. Le problème, c'est que ce n'est pas si simple de mobiliser les parents dans l'intervention en réadaptation et c'est de là que partait la demande du demandeur de nous aider, de les aider à identifier les meilleures pratiques pour mobiliser les parents et atteindre cet objectif-là. Un premier grand défi qu'on a eu à relever, c'était de clarifier la question du demandeur. Parce que dans le fond, quand on regarde cette question-là de comment on peut mobiliser les parents, on a déjà plein de questions qui nous viennent à l'esprit qui fait qu'on pourrait amener la question dans les stratégies de recherche dans différentes directions. Quelle intervention on cherche exactement? Qu'est-ce qu'on veut dire par mobiliser les parents? C'est des questions qu'on doit vraiment prendre le temps de clarifier avec le demandeur pour nous aider à élaborer les stratégies. Alors, évidemment, c'est très rare que le demandeur va commencer, va savoir exactement dans quelle direction on va orienter les stratégies de recherche et on doit aller un petit peu à la pêche. C'est pour ça que j'ai mis un pêcheur ici pour nous aider à identifier qu'est-ce qui a motivé le demandeur à faire sa demande d'ETMI, dans le fond. Alors, c'est certain qu'on va prendre le temps avec lui de bien cadrer la demande, de bien définir quelle est la demande. Et on va aussi prendre le temps d'identifier des éléments clés qui vont composer sa problématique. Quand on parle de définir la demande, bien, dans le fond, c'est qu'on va l'aider à répondre à des petites questions un peu très simples, mais qui vont nous aider quand même à orienter le projet. C'est-à-dire que pour nous, c'est important, évidemment, de savoir qui est l'initiateur du projet. Ce n'est pas la même chose de répondre à un projet qui vient d'un clinicien versus un projet qui descend du ministère. Les enjeux ne seront pas du tout les mêmes. Il faut aussi comprendre c'est quoi que le demandeur veut, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a de besoin dans le fond. Est-ce qu'il veut mettre en place un nouveau mode d'intervention ou est-ce qu'il veut améliorer des services qui sont déjà existants? Quelles décisions sont en jeu? Est-ce qu'il veut est-ce qu'il y a un investissement derrière ça? Bien, on est plus dans la planification des objectifs à atteindre dans la prochaine année, puis on veut savoir qu'est-ce qu'on va faire. On peut faire aussi des guides de pratique en ETMI. Alors, est-ce que le demandeur veut faire un guide de pratique? Tout ça va avoir un impact majeur sur l'orientation du projet qu'on va donner. Qui est ciblé par les retombées de l'ETMI? C'est évident que dans ce cas-ci, on parle des parents, mais il y a plein de parties prenantes qui peuvent être très intéressées par les recommandations qui vont sortir de l'ETMI. Et le plus possible, on va inviter ces personnes-là pour venir participer au comité qu'on va construire autour du projet et finalement établir bien comme il faut la fenêtre décisionnelle. Hey, là, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Une fois qu'on a précisé ces éléments-là, bien, on va vraiment l'aider à bien cibler les éléments clés de sa problématique. Et ici, c'est vraiment à partir de là qu'on va commencer à réfléchir à la façon qu'on va on va opérationnaliser son projet à travers des stratégies de recherche. 3 éléments qui nous intéressent plus particulièrement au début, c'est-à-dire qu'on va bien l'aider à cibler la population, cible des études
qu'on va aller chercher, bien identifier le type d'intervention et finalement identifier sur quel effet qu'on va rechercher à travers la littérature. Dans le cas des parents d'enfants en réadaptation, une des caractéristiques qui était importante à considérer pour le demandeur, c'est que, à la suite de l'hébergement, il y a différents scénarios qui sont possibles de subvenir avec l'enfant. Ce que ça veut dire, c'est qu'après l'hébergement, il y a des enfants qui vont être réunifiés avec leurs parents naturels, alors qu'il y en a d'autres qui vont plutôt aller en famille d'accueil. Et dans ce cas-ci, on ne mobilisera pas le parent de la même manière, dépendamment du scénario dans lequel l'enfant, la dyade, se retrouve. Pour ce qui est de l'intervention, le demandeur était assez général dans les interventions. Dans le fond, il voulait chercher à peu près n'importe quoi qui pouvait avoir un effet sur la mobilisation des parents. Donc, un programme, des stratégies, des approches, bref, n'importe quoi qui montrait qu'il y avait vraiment une efficacité pour mobiliser le parent. Et quand on parle de l'effet recherché, il y avait deux grandes dimensions qui étaient prioritaires pour le demandeur. Donc, la dimension d'efficacité sur la mobilisation, mais il fallait aussi s'assurer que l'intervention aurait un effet positif sur le fonctionnement de l'enfant. Et ça, ici, on faisait un clin d'œil au fait que certains parents en réadaptation, on ne peut pas les mobiliser de la même manière et dans certaines situations, ce n'est pas nécessairement toujours positif de donner un programme des habiletés parentales, par exemple, à un enfant qui va s'en aller en famille d'accueil. Vous comprenez un peu, il fallait être logique dans les types d'interventions qu'on proposait. Et il y avait tout le souci d'efficience des interventions, c'est-à-dire qu'on voulait des interventions qui étaient adaptables aux différents scénarios, mais aussi qui allaient être faisables dans les services de réadaptation en internat. OK. Ici, je vais prendre le temps vraiment de mieux et de bien expliquer parce que c'est finalement un peu toute la façon qu'on a opérationnalisé le projet et les stratégies de recherche. Une des affaires qui est importante, c'est que la question, même si on avait identifié les éléments clés du demandeur, la littérature ne permettait pas nécessairement d'aborder la question de façon aussi directe qu'il le souhaitait. Des études menées auprès des parents d'enfants âgés 6-12 ans en réadaptation qui avaient montré qu'une intervention avait un effet sur la mobilisation des parents et le fonctionnement de l'enfant, il n'y en avait pas. Fait que là, il a vraiment fallu qu'on réfléchisse à comment on va pouvoir créer la stratégie qui va nous permettre d'aller chercher des interventions qui vont permettre finalement d'apporter un éclairage aux demandeurs. Parles-tu du N des études éventuellement? Qu'on sort? Oui, dans le tableau, là, je présente le diagramme un peu plus loin, là, le prisma. Oui, vas-y. C'est correct pour toi? Oui. Sinon, j'aurais rajouté quelque chose, mais vas-y. Hein? Je m'excuse, je t'ai coupé. Non, c'est correct. Alors, dans le fond, mobilisation, ce qu'on a fait, c'est que dans le fond, quand on travaille avec le demandeur, on va identifier les éléments clés avec lui, mais on va aussi aller vérifier, explorer finalement la littérature. Et là, on a besoin de nos spécialistes en recherche documentaire qui sont vraiment en plein, extraordinaire. Puis à la fine pointe, de plus en plus, là, vraiment, on a vraiment une belle équipe pour nous soutenir dans la réalisation des stratégies de recherche pour documenter un projet comme celui-là, dans le fond. Ce qu'on s'est aperçu dans la littérature, c'est que la mobilisation des parents, c'est un terme vraiment clinique, mais dans le fond, mobiliser, ça n'existe pas comme étant un construit mesuré là, dans des études. On a plutôt des indicateurs de la mobilisation qu'on pouvait regrouper en deux grandes catégories. Des indicateurs plus affectifs qui nous permettaient de mesurer, si on veut, la qualité de la mobilisation du parent dans l'intervention, comme par exemple la motivation du parent, le parent qui est prêt au changement, la collaboration du parent avec l'intervenant. Donc, des indicateurs un peu plus psychométriques qui se mesurent plus avec des échelles psychométriques, mais on avait aussi des indicateurs de la mobilisation des parents qui étaient plus comportementales, c'est-à-dire, si on veut, comment le parent utilise les interventions, les activités qui lui ont été proposées. Un parent, ce n'est pas la même chose un parent qui participe à 7 activités sur 8 versus un parent qui n'a participé à une.
Donc, des indicateurs plus comme la présence du parent aux activités, la rétention dans les services ou les parents qui complètent les interventions qui lui avaient été proposées. Fait que, ici, on voit que il y a deux types de façons qu'on pouvait conceptualiser la mobilisation. Et c'est important d'en tenir compte parce que quand on va arriver pour faire la synthèse et les analyses et la synthèse, bien, on ne veut pas avoir une confusion conceptuelle non plus en termes de mobilisation parce que, bien, c'est ça dans le fond, c'est qu'on ne pourra pas traiter ces informations-là de la même manière dans les analyses. Alors, on avait des études qui montraient des interventions sur la mobilisation, qui avaient un effet sur la mobilisation, des études qui montraient aussi que des interventions qui mobilisent les parents ont un effet sur le fonctionnement, un effet positif sur le fonctionnement de l'enfant. Mais on s'est aperçu qu'on avait un autre groupe d'études qu'on échappait si on ne considérait pas ces études-là. C'était qu'on avait des études qui avaient montré qu'une intervention où le parent s'était clairement impliqué dans l'intervention parce qu'on avait une amélioration du fonctionnement du parent, mais on n'avait pas nécessairement la mesure de la mobilisation. Mais par contre, ce type d'études-là nous permettait vraiment d'établir clairement des liens avec le fait que si on mobilise un parent, bien, on va avoir un effet positif aussi pour l'enfant. Alors, à partir de là, ça, le demandeur, il faut vraiment l'aider à conceptualiser ça puis à opérationnaliser parce que, dans le fond, Manon Saint-Maurice, elle n'est pas du tout habituée de traduire ces éléments-là à partir de comment on va traduire ça dans la stratégie de recherche. Et comme c'est elle qui va faire aussi les choix pour savoir qu'est-ce qu'on va aller chercher comme documentation, bien, il faut l'aider en illustrant ces différents éléments-là. Puis là, pour elle, ça devenait plus facile de savoir, bien là, si on ne considère pas ce type d'études-là, bien, ils vont être systématiquement exclus. Puis on va échapper une grande partie de la littérature. Ça va? Un autre petit élément que j'aimerais ajouter, c'est comme quand on traduit la population dans les échantillons, là, je ne prendrai pas le temps de tout expliquer ça, mais des échantillons là, qui étaient 100 % de parents d'enfants hébergés, il n'y en a pas non plus beaucoup. Par contre, on a des échantillons mixtes où on a une portion des parents dont l'enfant est hébergé en réadapte, mais qui sont mélangés avec d'autres enfants qui reçoivent d'autres services des centres jeunesse. Alors, à ce moment-là, on les a inclus aussi. Bon. On sait que notre projet a atteint un certain niveau de maturité, si on veut, dans les réflexions, quand on est capable de bien répondre au PICO, qui est un outil, finalement, Nadine Harry, qui est un outil, finalement, qui nous permet de clarifier comme il faut, c'est quelles caractéristiques va composer la population qu'on va chercher dans les études, quelles caractéristiques de l'intervention qu'on cherche, la même chose par rapport aux résultats qu'on va chercher. Puis il y a des éléments ici qui est important quand on parle de comparateurs, juste pour apporter une petite explication, c'est que vu qu'on cherche des interventions qu'on veut efficaces sur la mobilisation des parents, ça nous prend absolument une condition de comparaison dans les études. Alors, soit une comparaison intragroupe, là, donc un devis pré-poste, ou encore un devis où on va avoir un effet mesuré sur deux types, sur deux groupes différents, un groupe expérimental ou un groupe contrôle. Alors ça, ici, il fallait aussi prendre le temps de le préciser. Une fois qu'on a bien identifié ces différentes caractéristiques-là, mais là, on a vraiment une bonne idée de qu'est-ce qu'on va inclure dans la recherche et qu'est-ce qu'on va exclure. Et on a aussi une bonne idée des questions d'évaluation auxquelles on veut répondre. Et dans ce cas-ci, les questions d'évaluation, c'était quelle est l'efficacité sur le plan scientifique des interventions menées en centre jeunesse dans les services de réadaptation ou l'équivalent, ce qu'on va juger équivalent pour mobiliser les parents. Quelle intervention mobilisant les parents favorise le bon fonctionnement de l'enfant hébergé en réadaptation? Ça, ici, c'est les deux questions qu'on va répondre à partir de la littérature. Et pour ce qui est de contextualiser les résultats, bien ça, c'est toute la question d'efficience. C'est-à-dire qu'on va regarder les interventions que la littérature va nous suggérer. On va aller voir si on peut les adapter aux différents scénarios possibles pour l'enfant après l'hébergement et si ces interventions-là sont faisables dans le contexte de la réadaptation.
Dans le plan de réalisation, on va avoir tout identifié les éléments. Donc, le type de revue qu'on fait, qui est une revue systématique, je vais vous décrire un peu les caractéristiques dans la prochaine diapo. Critères d'inclusion qu'on va avoir identifiés clairement à partir du PICO, le choix des bases de données, les stratégies de recherche vont être élaborées, etc. Fait que ça, c'est la première partie du travail qu'on doit faire avec le demandeur, dans le fond. En fait, c'est généralement la portion, si je peux me permettre de rajouter, où on doit, avec quelqu'un qui ne connaît souvent très peu le milieu de la recherche, lui faire sortir un peu les verres du nez pour que nous, on soit capable de comprendre qu'est-ce qu'il veut à la base, qu'on soit capable de le mettre dans des mots de recherche avec les bibliothécaires pour aller chercher vraiment les études qui vont répondre à sa question. Et c'est souvent deux têtes qui ne parlent pas le même langage. C'est Christine. C'est vraiment pas évident, là. Un background très différent, mais qui doivent s'entendre, que les deux s'assurent de bien se comprendre. Sinon, si on ne répond pas à la bonne question, bon, on a tout fait ça pour rien. C'est un peu, c'est le bout le plus. De passer des éléments clés ici à comment on va opérationnaliser ça en stratégie de recherche. Puis il faut comprendre que chacun des mots-clés ici, là, ça va devenir des mots-clés dans les stratégies de recherche. Des stratégies de recherche qui sont très, très fines. Un peu comme une syntaxe, pour ceux qui connaissent un peu SPSS. On prend la syntaxe, puis on la roule une autre fois, puis on a exactement la même chose. Bien, la stratégie, elle est aussi fine que ça. De sorte que quand on va avoir fini le rapport, on pourrait refaire exactement la même stratégie 2-3 ans plus tard, juste pour faire une mise à jour. Alors, tout ce passage-là, là, avec le demandeur, là, c'est vraiment un travail de fond qu'on fait avec lui, mais un travail aussi de lui expliquer puis de lui rendre accessible ce langage-là qui est plus dans les bases de données, dans le fond. Quand on parle de revue systématique, qu'est-ce qu'une revue systématique? Bien, dans le fond, la principale caractéristique d'une revue systématique, c'est que c'est reproductible et complètement transparent. C'est une méthode qu'on développe pour répondre à une question et n'importe qui d'autre pourrait reproduire cette méthode-là. C'est une méthode aussi qui est exhaustive, c'est-à-dire qu'on va aller chercher vraiment une très grande quantité d'informations qu'on va devoir évidemment trier. On peut aller chercher, dans ce cas-ci, on va chercher principalement des études quantitatives parce qu'on pouvait se permettre de le faire, mais on pourrait vraiment aller chercher toutes sortes de littérature, des études quanti, du quali, de la littérature grise. Et pour chaque type de littérature qu'on va chercher, je parle plus dans les bases de données, mais si on va, mettons, chercher de la littérature grise, il va vraiment falloir aussi qu'on identifie clairement les stratégies de recherche pour avoir accès à cette information-là. Une fois qu'on va avoir établi les listes dans les bases de données, il va y avoir un accord interjuge tout au long du tri pour augmenter évidemment la rigueur qui va se faire dans tout le travail de tri. Bien ça, vous allez voir tantôt, là, je vais expliquer comment on fait le tri, mais l'accord interjuge est vraiment très important. Le nombre d'études qui va nous rester à la fin du tri, on va évaluer la qualité. Et quand on parle d'évaluer la qualité, on parle de 3 principaux éléments, c'est-à-dire d'évaluer si l'objectif de l'étude ou du document est en lien avec l'objectif de notre ETMI. On va aussi évaluer la validité interne du document qu'on a. Si c'est une étude, on va regarder comme il faut la méthodologie qui a mené au résultat de la recherche. Puis on va évaluer aussi les biais. Il y a différents biais qu'on peut retrouver, puis on va évaluer chacun des biais qu'on peut avoir dans les études et dans tous les documents, dans le fond. Et cette évaluation-là de la qualité, elle va se faire non pas de façon subjective, mais on va le faire en utilisant des grilles. Je ne sais pas si tu as des exemples d'un autre grille, là. Oui, les CASP. Oui, il y a le CASP. Il y en a plein, là. Il y a des outils qu'on peut utiliser, puis ils vont vraiment nous aider à juger de la qualité des études. Et tout ce qui va être de faible qualité, on va les exclure. L'apport du spécialiste en documentation est nécessaire quand on fait une revue systématique, vraiment, surtout pour tout élaborer les stratégies de recherche. C'est vraiment des stratégies très, très raffinées. Et finalement, l'apport d'un comité scientifique, c'est-à-dire que le plan de réalisation qu'on va faire va être validé par un comité scientifique, tout comme les recommandations et le rapport à la fin va être validé par ce même comité scientifique. Le comité scientifique est formé de 3 personnes au minimum, c'est-à-dire un expert en méthodologie de l'ETMI,
un expert de contenu de l'objet d'étude qu'on a dans le projet d'ETMI et un expert éthique. Pour certains projets, l'expert éthique est nécessaire, pour d'autres moins, puis on pourrait le remplacer par un autre expert de contenu. Puis on n'ira pas juste chercher des chercheurs pour composer le comité scientifique. On va en accueillir, c'est certain, mais on peut aussi aller chercher des praticiens du milieu qui connaissent très bien l'objet de recherche. C'est lui, le graphique? Oui. Ça, ici, c'est une stratégie de tri. On est un peu contrôlant en ETMI, dans le sens où tout le tri va être clairement documenté. Tout ce qu'on exclut, on va tout savoir qu'est-ce qui s'est passé tout au long. Et c'est ici qu'il y a toujours deux personnes qui vont trier les éléments pour faire un accord interjuge. Ici, bien, dans le fond, la première étape, c'est qu'est-ce qu'on reçoit de façon brute là, des bases de données. Dans le cas de l'ETMI sur la mobilisation, on est allé chercher des données dans quatre bases de données différentes. PsycInfo, Medline, SWAB, et puis l'autre, c'est Social Services Abstract. Et dans le fond, ça nous a donné à peu près 8000 documents à trier. Ça, c'est le point où, quand on parlait des mots-clés, si on va avec des mots-clés très vagues, je travaille dans un autre projet où on est dans des mots-clés un peu plus vagues sur la conséquence des prostitutions, la conséquence de la prostitution chez les femmes et les filles. Et on va à des mots très vagues parce qu'on ne veut pas se limiter à certaines conséquences. Et présentement, on estime, on est à 18 000. 18 000 le nombre d'articles. Ah, c'est pas long, hein? On ajoute. C'est pas long que ça monte. Donc, d'être vraiment piqué sur quel mot-clé on met, on enlève, et de travailler avec le demandeur sur vraiment qu'est-ce qu'il veut savoir. Ça nous permet de faire comme, OK, je ne passerai pas comme 4 mois à créer des articles. C'est vraiment un gros travail à faire ici parce que des fois, on va ajouter un mot-clé qui va aller chercher client. Le mot client, là, c'est pas un mot à mettre dans une stratégie de recherche, à moins qu'on y soit vraiment obligé parce que c'est pas long qu'on va sauter 100 000, le 100 000 documents là, juste pour ce mot-là. Alors, c'est un exemple, mais vous comprendrez qu'à travers ces différentes bases de données-là, on a des doublons qui reviennent. Alors, une fois les doublons enlevés, on avait à peu près 6 000 articles à trier, où on évalue l'éligibilité. Dans le fond, ici, de ces 6 000-là, il y a comme vraiment un débroussaillage à faire parce qu'on a vraiment toutes sortes de choses qu'on a capturées dans la stratégie de recherche. Il y avait des articles qui étaient carrément hors sujet, des articles qui avaient une des caractéristiques qui ne répondaient pas au PICO, puis on le voyait rapidement. Le devis qui était inadéquat pour ce projet-là, c'est marqué qualitatif parce que c'est juste pour ce projet-là, parce qu'on les a exclus, parce que dans d'autres, il y en a d'autres qu'on est plus large que ça. Dans le fond, c'est ça. Puis on n'a pas tout à fait, on est rendu ici, là, on est en train de finaliser ce tri-là au niveau de l'éligibilité. Et ce tri-là, ça fait à partir des titres et des résumés. Là, ça se fait assez rapidement. Ça se fait assez rapidement, mais il faut quand même prendre le temps de le faire. On parle quand même de 6 000 articles. C'est toi, genre, un humain. Et là, ici, c'est... Oui. Deux humains. Non, mais je veux dire, c'est au niveau... Le doublon, c'est machine. Là, oui, mais il en reste. Il en reste tout le temps un peu, oui. D'accord, merci. On a le travail les spécialistes ici nous aident. Les exclusions des 6 000, c'est une personne. Oui, c'est un humain qui va trier les 6 075. Oui, titre résumé en partant, c'est le premier tri, le premier rough tri. Vous voyez, là, on en a déjà 5 000, puis on n'a pas fini. Là, on n'a pas fini, il en reste encore à enlever. Parce que c'est ça, on fait un accord interjuge. Donc, tout ce que les deux ont décidé de conserver, dans le fond, c'est correct, mais des fois, il y en a juste un des deux qui le garde. Fait que là, ceux-là, il faut qu'on prenne une décision à savoir si on le garde ou on l'exclut. Puis là, on est rendu à cette étape-là. Mais une fois que ce débroussaillage-là va être fait, là, on va avoir une meilleure idée des résultats de la recherche qu'on a et des articles qui pourraient potentiellement répondre aux demandeurs. Et là, on va aller voir de façon un peu plus fine dans les résumés. Et si on a besoin d'aller voir dans le papier lui-même, on va y aller aussi pour voir si on répond vraiment aux critères d'inclusion qu'on a établis
pour savoir si le document répond finalement à ce qu'on cherche. Parce que pour ceux et celles qui avaient déjà lu des articles scientifiques, c'est pas tout le monde qui écrit vraiment bien des bons résumés de leur article. Des fois, c'est particulièrement flou et dans le doute, il faut toujours conserver l'article, il faut aller chercher l'article, il faut regarder dans l'article. Le deuxième tri est un peu plus mais même au niveau des devis, long. Là, comme si on veut des devis... C'est pas toujours clair. De comparaison, c'est pas toujours écrit là, dans le... La population non plus n'est pas toujours clairement bien décrit là, dans le résumé, fait qu'il faut aller voir dans l'étude. Là, on va en exclure encore beaucoup. Puis là, de ces études-là, on va évaluer la qualité à partir des 3 critères que je vous parlais tantôt. Si l'étude permet de répondre à l'objectif de notre ETMI, dans le fond, est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a une concordance entre les deux? On va évaluer la qualité méthodologique de l'étude, puis on va évaluer les biais, puis tout ce qu'on va trouver qui est de faible, selon les grilles, en s'appuyant toujours sur des grilles qui est de faible qualité, on va les exclure pour ne garder que les meilleures études. Et là, on va avoir le N final pour extraire, à partir duquel on va aller chercher les informations vraiment qu'on va conserver. C'est tout à fait normal, souvent, quand on part avec le 8000, qu'il nous en reste 24 à la fin. Ah oui. Généralement, on regarde 1 à 5 %. Quand on regarde les méta-analyses ou les autres revues systématiques, là, c'est... Fait qu'on fait un énorme tri pour vraiment... Puis qu'on conserve à la fin, c'est vraiment ce qui va nous permettre de répondre à la question. Mais c'est toujours un peu décourageant quand on regarde ce tableau-là. Mais ça fait partie de... Puis c'est la première étape, là. Les étapes à venir pour ce projet-là, évidemment, on va finir le tri très prochainement. Puis ensuite, des études qu'on va regarder, c'est qu'on va aller extraire toutes les données qu'on a besoin. Par rapport à la population, on va aller chercher un paquet d'informations. On va aller chercher toutes les informations au niveau de l'intervention pour pouvoir Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire des catégories d'interventions similaires pour aller voir s'ils ont un effet sur la mobilisation des parents. Fait qu'on va aller chercher des informations sur les interventions. On va aller chercher aussi le type de devis qui est utilisé. On va aller chercher aussi la définition comme il faut, comment ils ont bien défini la mobilisation pour ne pas avoir une confusion conceptuelle non plus dans nos analyses. Et finalement, on va pouvoir faire synthétiser toutes ces données-là. 2 méthodes de synthèse. La méta-analyse, dans ce cas-ci, c'est ce vers quoi on se dirige et qu'on veut faire une méta-analyse. Et puis, on avait la documentation pour pouvoir le faire, mais des fois, c'est pas toujours possible. Alors, on fait une synthèse qui est narrative à ce moment-là. Ici, c'est qu'on va on va répondre ici aux 2 premières questions d'évaluation, c'est-à-dire quelles interventions ont un effet sur la mobilisation des parents et lesquelles ont aussi un effet sur le fonctionnement positif pour l'enfant. Mais en même temps, il y a des données cliniques qu'on va aller chercher pour répondre à la dimension déficiente. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir une efficacité plus théorique, si on veut, parce qu'on va aller chercher les informations dans la littérature, dans les études. Mais tout ce qui est de savoir si ces interventions-là vont pouvoir être adaptables aux différents scénarios qui risquent de survenir après pour l'enfant, après l'hébergement. Ce n'est pas des informations qu'on va trouver les études. Et puis là, on va aller consulter les gens qui sont plus dans la clinique pour pouvoir nous apporter ces réponses-là. Et voir aussi si les interventions sont possibles de les faire dans le cadre des services de réadaptation. Ça aussi, c'est des données plus cliniques qu'on va aller chercher. Finalement, quand on va avoir, dans notre rapport, la grande conclusion, c'est qu'on va rapporter les constats qu'on a faits de nos analyses. On va sortir toutes les forces et les lacunes générales des preuves qu'on va apporter, les forces, les limites aussi de la recension systématique qu'on a faite et de l'ETMI en général. Et finalement, on va pouvoir faire nos recommandations à Manon. Tout ça va être présenté dans le cadre d'un rapport. Les défis, les enjeux, évidemment, vous comprendrez, on en a soulevé quelques-uns. Il y a plusieurs défis, là, toute la partie du début là, où on doit préciser le projet pour faire notre plan de réalisation. C'est vraiment une partie très, très importante du projet qu'on doit vraiment bien travailler avec le demandeur, prendre le temps de bien expliquer le processus. Et dans ce cadre-ci, ça nous a amené, c'était la première ETMI que moi je faisais ici et que je continue de faire ici au Centre Jeunesse, puis on a pris le temps d'élaborer tout un processus pour être capable de bien expliquer les différentes étapes d'une ETMI, les rôles et responsabilités de chacun. C'est vraiment un processus qu'on a travaillé avec Éric et Lise, qui est vraiment fort utile quand on veut expliquer
le processus d'ethnie, puis expliquer aux gens à quel niveau, comme Manon, dans quelle section qu'elle va être plus impliquée, et aussi le rôle des différents comités. Parce que vous comprendrez qu'il y a différents comités qui s'organisent autour de ça. Il y a le comité de travail qui est moi, Geneviève et Chantal Cyr, et puis les autres personnes qui nous aident aussi pour faire le tri, parce qu'on a eu la chance d'avoir des assistants de recherche. Des stagiaires. Pour faire le tri, là. Mais il y a aussi le comité scientifique qu'il faut former, et le demandeur va se faire accompagner d'un comité de suivi. Des gens qui vont l'accompagner à préciser la demande, puis aussi finalement, c'est parce qu'il y a tout un enjeu aussi au niveau du transfert des connaissances, dans le fond, parce que le transfert, le rapport, on ne veut pas qu'il soit tabletté non plus à la fin. C'est énormément de travail. Et les gens qui participent au comité, il faut que les gens s'approprient le projet pour être capables de lui donner une crédibilité aussi, puis d'expliquer, puis de sentir qu'ils ont été... En fait, ils ne le sentent pas, c'est qu'ils ont participé activement à l'élaboration de ce projet-là. Alors, on peut... c'est certain que quand on arrive à la fin avec le rapport, on s'assure d'avoir une meilleure... de donner un peu plus de crédibilité au projet et de s'assurer que les recommandations puissent être prises en compte, dans le fond. Aussi, la disponibilité des ressources. Dans ce cas-ci, on a eu des stagiaires qui nous ont aidés, mais c'est aussi des enjeux importants. De se faire un réseau de soutien parce que c'est nouveau l'ETMI en services sociaux. Il faut adapter les outils qu'on utilise pour juger de la qualité de la preuve. Il faut les adapter à qu'est-ce qu'on a en services sociaux. Et on a toute une communauté de pratique qui est en train de se pencher sur la question pour être capable de faire de partir un peu de qu'est-ce qui est fait à santé, mais de nous aider aussi à mettre en valeur tout le travail qui est fait aussi en services sociaux. Et finalement, il y a des enjeux aussi avec les échéanciers versus la rigueur, c'est qu'on essaie le plus possible de donner une réponse aux demandeurs en temps opportun. C'est pour ça que l'ETMI se fait rapidement, mais en même temps, parfois il y a des projets qui sont plus sensibles, puis que là, il faut qu'on prenne le temps de négocier un peu les échéanciers pour assurer que les recommandations qui vont être données à la fin soient rigoureuses. Alors là aussi, on a des défis certainement à relever. Je reviendrai aussi peut-être juste sur le transfert de connaissances. En fait, tous les rapports d'ETMI doivent être publics. Donc, c'est pas quelque chose qui reste secret. Non. Théoriquement, un coup que le demandeur a accepté le rapport, ça doit être public. Donc, éventuellement, sur le site du CIUS, en fait, là, présentement, il y a plusieurs unités d'ETMI dans le CIUS. Là, ça se fera voir comment ça va s'amalgamer, tout ça. Mais théoriquement, sur le site du Centre jeunesse, feu à l'époque le Centre jeunesse, on devrait avoir une page pour les ethnies où tous les rapports vont être publicisés. Pour ceux et celles qui connaissent aussi l'INES, l'Institut national en excellence, santé et services sociaux, là, quelque chose comme ça qui fait INES à la fin. Là. Eux, c'est les premiers, en fait, en services sociaux qui ont commencé à faire des ethnies aussi, et tous leurs rapports d'ethnies sont publics sur leur site. C'est la même chose pour le choix des médicaments à l'INES. C'est eux qui sont responsables du choix des médicaments qui vont être couverts par la RAMQ, etc. Et c'est toujours basé sur des ethnies, le coût versus l'efficacité du médicament, pour pas que ce soit justement les lobbies pharmaceutiques qui disent « bien ça, tu devrais le prendre, pas celui-là, etc. » Donc, c'est vraiment des décisions qui sont très objectives et reproductives avec la méthode de revue systématique que Christine vous a clairement présentée aussi, que n'importe qui peut reprendre notre méthode et en arriver à la même conclusion. C'est le but de l'ETMI, que ça soit très reproductible et très objectif. C'est tout ce que je voulais rajouter, t'étais super clair.